Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes député d'Eure-et-Loir, vous êtes centriste, vous êtes membre du groupe UDI, enfin du parti UDI, et vous êtes membre d'un groupe à l'Assemblée nationale dont on ne sait pas très bien ce qu'il est, parce que vous êtes parmi ceux qui projettent d'en créer un autre, un nouveau, un groupe dont on ne voit pas très bien les frontières. Alors, où est-ce que je vous classe ? Moi, j'ai toujours été au même endroit dans la vie politique française. Au centre. Au centre droit. Centre droit CDS, c'est Centre démocrate sociaux avec Jacques Barrot. Hein. Ouais. Toujours UDF. Puis après, lorsque Jean-Louis Borloo a créé l'UDI, j'ai appartenu à ce rassemblement de familles politiques qui était l'UDI. Que vous avez d'ailleurs. Que j'ai présidé pendant 3 ans et demi après Jean-Louis Borloo. Ouais. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire la confédération des centres, réunir tous ces centres éclatés. Si vous regardez la vie politique française, qu'est-ce qui se passe ? À côté de la République en marche d'Emmanuel Macron, vous avez de l'autre côté les Républicains, et au milieu, il y a un magma. Il y a des centres. Il y a des centres. Et d'ailleurs, c'est notre faiblesse. Si nous étions plus unis, si on était capables de travailler ensemble, on pèserait sur les arbitrages. Donc voilà, donc je suis en train d'essayer de voir, j'essaye d'être un des artisans, de voir comment on pourra rassembler les uns les autres. J'espère qu'on y arrivera, mais le chemin est encore long. Aujourd'hui, vous êtes dans le groupe Agir les Constructifs ? Absolument, parce que moi, je fais partie de ceux qui souhaitent que le président de la République réussisse, parce qu'il faut que la France réussisse. Donc quand les choses vont bien, quand les réformes vont dans le bon sens, comme celle de la SNCF, je pense qu'on n'a pas ménagé notre peine, on a dit oui, il faut y aller. Lorsqu'en revanche, on a des désaccords, on parlera peut-être des déficits publics, où je ne cesse d'alerter depuis quelques années, et en particulier cette dernière année, qu'il faut moins de dépenses publiques. Moins de dépenses publiques, sinon, évidemment, l'équilibre budgétaire ne tiendra pas. Bon, donc vous regardez s'il n'y a pas un autre groupe parlementaire à construire. Je cherche avant tout à ce qu'on soit efficace et qu'on ait une ligne politique la plus claire possible. Oui, voilà. Justement, alors quelle clarté si dans un groupe parlementaire on réunit des nationalistes corses, des Verts, des membres de la République En Marche, des membres des Républicains, y compris parmi les plus conservateurs. Il y a beaucoup de groupes qui sont des groupes mosaïques. Pour le moment, je travaille dans le groupe dans lequel je suis pour essayer de faire en sorte qu'il pèse le plus possible sur les arbitrages, qu'il soit efficace et lisible. Est-ce qu'un groupe parlementaire, ça doit être l'expression d'une cohérence politique, ou est-ce qu'au fond, c'est d'abord un instrument qui peut peser dans la procédure parlementaire ? Ce sont les deux choses en même temps, puisque maintenant c'est la terminologie qu'on consacrait. Bien sûr, ça doit peser dans la vie parlementaire. Regardez la réforme constitutionnelle qui arrive, où chacun des groupes politiques va devoir s'exprimer, et les voix seront comptées. Demain, c'est quoi un parlement moderne ? Et puis bien sûr, ça doit compter dans la vie politique un groupe parlementaire, parce qu'on doit se retrouver sur un certain nombre de dossiers forts. Par exemple, le budget de la Sécu ou la réforme constitutionnelle sont à mes yeux des sujets sur lesquels, au sein d'un groupe, ce sont des sujets piliers, et au sein d'un groupe, on doit, me semble-t-il, avoir la même ligne. Après, il y a une marque de fabrique, des centristes, et que nous revendiquons, c'est la liberté de vote. Moi, ce que j'ai toujours fait lorsque je m'occupais du groupe UDI, liberté de vote pour chacun des textes. Vous parliez, en m'expliquant ce que devait être un groupe, d'un Parlement moderne. Ce Parlement, l'Assemblée nationale en tout cas, pioche dans ses réserves pour assumer son train de vie qui n'a pas l'air d'être très contrôlé. D'où vient ce dérapage ? Le dérapage, en fait... 20 millions d'euros, hein ? 20 millions d'euros, c'est beaucoup. Ouais. Et vous savez, et vous parlez au député qui est en charge du contrôle de l'Assemblée nationale, donc au titre de la commission des finances. Je ferai un certain nombre de propositions parce qu'on ne peut pas justement aller piocher dans les réserves. Et il y a plusieurs années que l'Assemblée nationale pioche dans ses réserves. On pioche ici pour les régimes de retraite. L'Assemblée va se moderniser obligatoirement parce qu'il y aura moins de députés. Donc il s'agit demain d'avoir un Parlement moderne qui contrôle mieux l'action du gouvernement. Donc moi je dis banco au président de la République pour qu'il y ait moins de députés à la seule condition qu'on ait des vrais moyens de contrôle, ce dont on ne dispose pas à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui vous manque ? Tant au niveau de nos collaborateurs, comment voulez-vous, aux États-Unis, ils ont 30 fois plus de collaborateurs que nous. Comment on peut contrôler la machine d'État lorsqu'on a simplement des petites équipes autour de nous, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'administrateurs. Et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les commissions d'enquête, où on voit que nous sommes vraiment démunis. Vous disiez contrôle au titre de la commission des finances du fonctionnement du Parlement. Est-ce que le Parlement doit être celui qui se contrôle lui-même ? Pourquoi écoutez, d'abord le Parlement, il représente... non, mais je veux dire, c'est pas au nom de la séparation des pouvoirs, le Parlement vit sa vie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction à voir le Parlement se contrôler lui-même ? Et d'ailleurs, est-ce que ça n'a pas abouti à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ces dérapages successifs et le fait qu'on pioche dans la caisse ? Écoutez, je pense qu'il y a eu, vous savez, de nombreuses lois de moralisation de la vie politique depuis de longues années. Les députés sont tracés maintenant, et c'est très bien ainsi. Le Parlement doit être contrôlé. D'ailleurs, c'est bien que les membres de la Commission des finances puissent contrôler ce Parlement. Il n'y a pas que moi.
il y a la commission d'apuration des comptes qui vérifie oui, l'exécution budgétaire. Je ne dis pas qu'il n'y a que vous, alors, mais voilà, moi, sur il y le aurait la principe. Cour des comptes, mais je suis très à l'aise. Si la Cour des comptes pouvait contrôler plus encore les comptes du Parlement, alors évidemment, il y a la fameuse indépendance du Parlement. Oui, mais la Cour des comptes contrôle le budget de l'Élysée, mais pas celui du Parlement. C'est vrai, mais je suis assez favorable à ce qu'on soit contrôlé. Il n'y a rien à cacher. D'ailleurs, on ne peut pas, au XXIe siècle, au moment où il y a le net, les réseaux sociaux, comment on pourrait cacher quelque chose? Et je fais partie de ceux, et avec d'ailleurs ma collègue Lise Malier, députée de la Marne, où on va essayer d'apporter encore plus de transparence dans les comptes, puisque je contrôle l'Élysée également, je contrôle le Conseil constitutionnel. On verra ça bientôt, j'espère. Vous faites aussi partie de ces députés très actifs qui travaillent dans différentes commissions, et vous travaillez sur l'accès aux soins. Oui, là, c'est un sujet très grave. Et je pèse mes mots. Le système de santé est au bord de l'implosion. Donc nous avons, avec le groupe parlementaire à l'Assemblée des centristes, créé une commission d'enquête parlementaire dont je suis rapporteur, qui a pour but de voir dans quelle mesure il y a encore l'accès aux soins sur tout le territoire et voir l'évaluation des politiques publiques. Vous voyez, ça nous ramène à la Cour des comptes qui a sorti un rapport au vitriol sur les dépenses publiques en matière de santé. Oui, parce qu'en France, il y a 6 millions de Français qui ne se soignent pas. En France, quand vous vous soignez, ça vous coûte toujours plus cher. En France, public et privé sont... Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher à la collectivité, mais pas à l'individu. Ça coûte plus cher à l'individu parce que le reste à charge, donc ce qu'il vous reste à payer vous-même une fois que vous avez été remboursé par les mutuelles ou par la Sécu, oui, le reste à charge a augmenté, contrairement à ce qu'on nous a raconté. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est que vous soyez dans le 20e arrondissement de Paris, donc pas loin d'ici, ou que vous soyez dans les territoires ruraux, vous vous soignez de moins en moins bien. C'est le problème de l'accès aux soins. Et vous avez bien vu tous ces dysfonctionnements que l'on a de centres de régulation, du SAMU un jour, du 15 un deuxième jour, des urgences un troisième, une jeune fille qui est morte dans des conditions absolument inqualifiables. Bref, il faut refondre tout ça. Mais il faut le refondre avec un postulat de départ. Arrêtons d'imaginer qu'il y a la médecine libérale d'un côté et la médecine publique de l'autre. Il faut des véritables perméabilités, que les uns puissent travailler avec les autres, la mise en réseau, avec... C'est ça, c'est l'essentiel. Plus de gaspillage. Avec, regardez, au moment de l'informatique et des réseaux sociaux, que l'accès au dossier médical puisse se faire pour tous les praticiens. Un mot sur l'actualité de la grève à la SNCF. Les syndicats ont organisé un référendum, une pétition. On ne sait pas très bien comment il faut appeler cette consultation qui se passait dans des boîtes en carton sans liste d'émargement, mais il ressort que ceux qui ont voté, une fois ou plusieurs fois d'ailleurs, sont massivement hostiles à la réforme. Et maintenant, demande la tête de Guillaume Pepy, le patron de la SNCF. Est-ce que le gouvernement doit soutenir Guillaume Pepy ou le mettre au rang des pertes de la bataille syndicale et sociale aujourd'hui? Il faut soutenir Guillaume Pepy, soutenir ses équipes, parce que cette entreprise SNCF est en train de se transformer en profondeur. Oui, la réforme du statut. Moi, je ne pointe pas les cheminots du pouvoir. Vous avez voté la réforme de la SNCF. J'ai voté la réforme, mais il y a 2 sujets dans la réforme. Le changement de statut, il faut que cette entreprise s'adapte à la concurrence et à son nouveau statut de société. Mais surtout, il faut que le gouvernement reprenne la fameuse dette. Vous savez, la dette, c'est 46 milliards. C'est en cours. Non, en cours quand? On n'a pas de délai. On le Premier ministre doit l'annoncer demain, à partir de demain. Mais on verra. Oui, mais lorsqu'on l'a interrogé à l'Assemblée, il nous a dit on verra. Et puis c'est en 2020. Mais d'ici 2020, vous aurez 15 milliards de dettes en plus. Donc il y aura près de 60 milliards d'euros de dettes. Et ça, c'est l'héritage de 30 années passées d'incapacité de gouvernance. Et ça doit être réglé en fin de semaine, ou en tout cas dans les jours qui viennent, au moment où le Sénat... En tout cas, il faut que la réponse soit à la hauteur des enjeux. Sinon, cette entreprise ne se modernisera pas, n'investira pas. Merci beaucoup, Philippe Vigier. Merci.